Alors, bonjour, mon nom est Gilles Leblanc et je serai votre modérateur pour aujourd'hui. Je veux d'abord tous vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire intitulé Le Consortium Atlantique contre le cancer, le biobancage et le réseau des centres de cancérologie de l'Institut de recherche Terry Fox. Notre conférencier aujourd'hui est le Dr Alexis Surette. Ce webinaire est organisé par le Comité consultatif des patients du Consortium contre le cancer de l'Atlantique. Avant de commencer, quelques informations. Cette session sera enregistrée et sera disponible publiquement en ligne, alors que les connaissances que nous allons découvrir aujourd'hui peuvent être partagées par n'importe qui. Avec ceci en vue, s'il vous plaît, ne faites pas de commentaires qui peuvent violer les éléments de vie privée et de confidentialité des participants, incluant la vôtre. Parce que les commentaires que vous ferez seront publiquement disponibles. Il inclut les images, il inclut les sons. À la fin, vous aurez la chance de donner vos commentaires. Aussi, je dois vous signaler que les organisateurs, nos bailleurs de fonds et les institutions avec qui nous sommes affiliés n'ont aucun contrôle sur ce que les participants vont dire, vont enregistrer. Alors, encore une fois, s'il vous plaît, portez attention. Je vous signale également qu'il n'y a pas d'avis médicaux qui seront donnés aussi aujourd'hui. Alors, ces rappels continueront à paraître durant le webinaire. Si vous avez besoin de sous-titrage, vous pouvez presser le bouton CC au côté gauche en bas de votre moniteur. Les participants seront muets durant le webinaire, à l'exception de ceux qui présentent. Si vous avez des questions ou des commentaires, le docteur Surette va les répondre à la fin. S'il vous plaît, utilisez la boîte chat. Si vous n'êtes pas capable de le faire avec le chat, s'il vous plaît, utilisez le bouton au bas qui dit levez votre main ou raise your hand et nous devrons vous donner la voix afin d'écouter vos commentaires. Là, j'aimerais vous présenter le docteur Alexis Surette, notre conférencier et présentateur. Alors, le docteur Alexis Surette est anatomopathologiste au centre hospitalier universitaire Dr. Georges L. Dumont à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Il est chef régional de pathologie du réseau de santé vitalité et directeur médical de la biobanque du centre hospitalier universitaire Dr. Georges L. Dumont. Il est également co-responsable du consortium de la biobanque du Canada Atlantique. Il est professeur adjoint au département de pathologie de l'Université Dalhousie et professeur auxiliaire d'enseignement clinique au département de pathologie de l'Université de Sherbrooke. Il a effectué sa résidence en anatomopathologie à l'Université Dalhousie. Il a obtenu son diplôme de médecine et son doctorat en biochimie et en biologie moléculaire de l'Université Dalhousie. Alors, Dr. Surette, nous apprécions beaucoup votre présence ici aujourd'hui et nous sommes ravis que vous allez partager vos connaissances concernant le consortium et ses activités de recherche. Alors, je vous invite à présenter vos diapositives et de débuter votre présentation. Merci bien, Gilles. Et, ça me fait plaisir d'être invité pour partager un peu de mon expérience
à l'intérieur de ce consortium, on fait des belles avances et c'est une belle initiative nationale de vraiment réunir des chercheurs un peu partout au Canada. Alors, j'espère vous partager de ce qu'on a appris, de ce qu'on fait à l'intérieur de ce consortium jusqu'à présent. Alors, un peu le thème de ce que j'aimerais parler, c'est que c'est un peu une feuille de route pour guérir le cancer. Je vais commencer avec une vidéo. Je m'excuse, c'est que l'audio ne marche pas, mais il y aura des sous-titres en français. Donc, un peu sur la vision puis la mission à l'intérieur de l'Institut Terry Fox et comment ça s'encadre nos efforts dans ces consortiums. Euh, c'est vraiment de trouver les meilleures façons de guérir le cancer, évidemment. Puis les principes qu'on utilise, c'est vraiment utiliser la médecine de précision. Puis qu'est-ce que c'est la médecine de précision? Ben, tous les cancers sont un peu différents. Alors, on ne peut pas tous les traiter nécessairement de la même façon comme on le faisait auparavant. Alors, en étudiant d'une façon précise les divers cancers, euh, on peut essayer d'identifier des cibles qui peuvent identifier des caractéristiques génétiques et biologiques qui sont uniques à chaque cancer. Et cela peut vraiment nous aider à trouver les meilleurs traitements uniques pour ce cancer-là. Et une des missions et la vision de tous ces efforts, c'est vraiment que ça soit vraiment équitable, alors qu'on ait accès à ces technologies de la fine pointe, peu importe où ce qu'on vit au Canada. C'est pour ça qu'on a créé cette équipe Canada sur la recherche du cancer, afin de vraiment identifier les meilleures cibles et euh, faire des avancements ciblés sur le traitement de différents cancers et vraiment de les attaquer de toutes les façons qu'on est capable. Alors, avec cette idée d'une équipe Canada de recherche sur le cancer, on a créé un réseau de centres d'oncologie Marathon de l'Espoir, ou le Terry Fox Research Institute Marathon of Hope, c'est le Marathon of Hope Cancer Care Network. Alors, évidemment, ça rassemble des chercheurs euh, de partout au pays. Alors, c'est vraiment un effort de côte à côte au Canada. Alors, comme on peut voir ici, ça inclut de toutes les provinces au Canada. Et
je vais surtout discuter de nos efforts un peu dans le Canada Atlantique, vu que c'est là où moi je suis physiquement et que je fais partie de l'Atlantic Cancer Consortium, le consortium atlantique pour le cancer dans les maritimes au Canada. Alors, qu'est-ce que c'est ce consortium, le cancer atlantique? Ben, on rassemble des chercheurs dans nos 4 provinces de l'Atlantique. Alors, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve. Et pour l'instant, on utilise des spécimens qui sont obtenus dans des biobanques, dans 4 différentes biobanques à l'intérieur de notre région. Donc, à St. John's à Terre-Neuve, à Halifax en Nouvelle-Écosse, ici à Moncton au Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Nous avons 9 différentes institutions membres à l'intérieur de notre consortium. Et ça inclut vraiment une grande équipe. Alors, on a des médecins, on a des cliniciens, des pathologistes comme moi, mais on a aussi beaucoup de différents chercheurs qui étudient les différents aspects du cancer, ainsi qu'une équipe de bioinformaticiens qui aident à faire l'analyse de toutes les données qu'on gère. Alors, c'est vraiment une grosse équipe. On est plus que 90 personnes juste dans notre petite région ici. Pourquoi est-ce que ce réseau ici est important? Ben, le but, c'est vraiment d'apporter un nouvel espoir aux patients grâce à l'oncologie de précision, que j'ai discuté un peu. Alors, presque tout le monde sur l'appel, je suis certain, connaît quelqu'un qui est atteint du cancer. Alors, c'est vraiment une maladie qui atteint un grand nombre de Canadiens. C'est la principale cause de décès au Canada. Malgré nos grands progrès, puis on en fait réellement des gros progrès, il y a quand même 2 Canadiens sur 5 qui vont développer un cancer au cours de leur vie et 1 sur 4 en mourra. L'oncologie de précision peut nous aider à renverser cette tendance vers cette maladie. C'est vraiment des maladies mortelles parce que c'est important de comprendre que tous les cancers ne sont pas les mêmes. Puis cette approche personnalisée adapte les traitements à des caractéristiques uniques à chaque patient grâce à la biologie unique de leur tumeur. Puis l'idée, c'est vraiment qu'on n'espère pas pouvoir faire des miracles d'aujourd'hui, de standards de soins de demain. Alors, c'est vraiment de capturer les avancements qui sont plus ou moins miraculeux aujourd'hui et que ça soit vraiment le standard de soins dans le futur. Alors, comme que j'ai discuté, chaque cancer est unique, donc les traitements devraient être uniques aussi. Alors, dans le passé, on utilisait vraiment, on dirait en anglais, un shotgun approach pour le traitement des cancers. Mais le plus qu'on apprend sur les cancers, on réalise que c'est vraiment, tous les cancers sont vraiment uniques. Puis la raison que ça, c'est le cas, c'est que, comme vous le savez probablement, l'ADN donne des instructions pour créer les gènes, toutes les protéines dans notre corps. Mais les instructions de l'ADN vont varier grandement de différents types de cancers et même selon les individus. Alors même parmi les différents individus qui ont les mêmes types de cancers, les instructions de l'ADN dans ces cellules cancéreuses-là peuvent être quand même assez différentes. Alors, en étudiant tous ces cancers-là, on peut commencer à identifier des schémas qui sont significatifs à l'intérieur de ces tumeurs-là. Puis, en les étudiant, ben là, on peut commencer à trouver quels schémas peuvent être utilisés pour prendre des décisions de traitement d'oncologie de précision. Alors, vraiment d'utiliser des traitements ciblables pour prendre avantage des caractéristiques uniques de chaque cancer. Alors, un peu de biologie cellulaire de base. Alors, l'ADN, dont on est tout au courant, ben, ça, c'est vraiment ce qui donne le code pour faire l'ARN. Puis là, l'ARN, c'est ça qui est utilisé pour créer toutes les protéines dans nos cellules, que ce soit des cellules saines ou des cellules cancéreuses. Puis n'importe quand qu'il y a un changement d'ADN ou d'ARN, ça peut provoquer des modifications à des protéines. Puis n'importe quand que ça arrive, ben, ça risque de provoquer du cancer. Alors, c'est important qu'on sache quelles sont les caractéristiques de l'ADN et de l'ARN et des protéines de nos cellules cancéreuses pour mieux comprendre la biologie de tous ces cancers-là. Alors, on ne peut pas juste étudier une de ces caractéristiques-là, c'est vraiment important qu'on étudie toutes. Alors, les activités principales qu'on a entamées à l'intérieur de ces projets, c'est vraiment comment on pense accélérer l'oncologie de précision au Canada. Alors,
on a vraiment créé une équipe Canada de recherche sur le cancer. Alors, on est vraiment en train d'unir des chercheurs partout au Canada. Évidemment, il y a du pouvoir en nombre avec toutes ces différentes expertises des différentes régions du pays. Alors, au Canada, on a plus de 40 institutions membres, on a plus de 100 partenaires de recherche, il y a plus de 1200 personnes qui partagent des données, des ressources et leurs connaissances comme jamais auparavant. C'est vraiment une grosse équipe qui travaille ensemble. Mais c'est tout. Je trouve que c'est important qu'on ne travaille pas en silo, puis c'est important de garder en tête qu'il y a des patients qui sont associés avec nos efforts aussi. Puis l'Institut Terry Fox travaille très bien pour ça. Alors, on maintient un engagement actif des patients dans toutes les activités du réseau. Alors, on a des patients, des survivants atteints du cancer qui sont des acteurs clés à l'intérieur de cette équipe Canada. Alors, ça peut nous donner, ça peut vraiment améliorer nos efforts en tant que chercheurs. Une autre activité qui est clé dans nos efforts, c'est vraiment de former la prochaine génération d'experts en oncologie de précision. Alors, évidemment, on utilise des experts qui ont plein d'expérience partout au Canada dans nos efforts, mais on utilise aussi ces activités pour former la prochaine génération. Alors, on investit dans une trentaine de chercheurs en début de carrière, que ce soit des cliniciens-chercheurs, des informaticiens ou d'autres chercheurs, pour vraiment entraîner la prochaine génération de chercheurs oncologiques au Canada. Les autres activités principales qu'on a, alors, on intègre les données génomiques de pointe, alors vraiment à la plus haute qualité technologique qu'on est capable partout au monde présentement. Et on les lie à des données cliniques détaillées pour créer la plus grande source canadienne qui est de haute qualité pour créer une cohorte avec plus de 15 000 patients atteints de divers cancers partout au Canada. Alors là, on va utiliser toutes les données cliniques, dont quel traitement que ces patients ici ont reçu, est-ce qu'ils vont faire des récidives, est-ce qu'ils vont être guéris. Et on lie toutes ces données-là avec nos données génomiques. Alors, on fait des études sur l'ADN puis l'ARN et des protéines de ces patients ici pour voir si on peut identifier des caractéristiques qui peuvent prédire comment le cancer va réagir. J'en discute un peu après. Évidemment, une des choses qu'on garde en tête quand on fait tout ceci, c'est qu'il faut maintenir des mécanismes sécurisés quand on partage toutes ces données qui sont évidemment très importantes. Alors, oui, on va partager de grandes quantités de données de haute qualité à des chercheurs un peu partout au Canada, mais on garde en tête que c'est important de faire tout ça d'une manière sécurisée. Alors, c'est important qu'on détermine qui peut accéder à ces données et quand. Et j'en discute un peu plus tard, mais évidemment, c'est important que tout ça se fait de la façon la plus sécurisée possible. Et aussi, comme que j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est important qu'on favorise un accès équitable à l'oncologie de précision, alors que ça soit accessible aux Canadiens, peu importe où ils vivent. Alors, ça, c'est un des mandats qu'on a à l'intérieur de nos activités. Alors que ce soit des populations mal desservies, que ce soit à cause des facteurs socio-économiques ou à cause des facteurs géographiques au Canada. Alors, et je discute de tout ça un peu plus. Alors, comment étudier suffisamment de types de cancers dans suffisamment de personnes pour trouver des patrons? Alors, évidemment, c'est qu'on étudie juste un patient. Oui, on peut identifier des caractéristiques importantes, mais souvent, c'est pour commencer à trouver des patrons et des schémas dans nos études, mais là, ça peut donner peut-être un meilleur indice qu'une certaine trouvaille est plus ou moins importante ou est plus ou moins ciblable ou peut plus ou moins prédire comment un patient va réagir à différents traitements. Alors, la façon qu'on attaque ce problème-là, c'est via le biobancage. Alors, qu'est-ce que c'est le biobancage? Ben, on accumule des spécimens biologiques, dans ce cas ici, des spécimens tumorales, pour les étudier. Alors, ça va permettre
à divers chercheurs d'accumuler des échantillons et des données qui proviennent de milliers de patients partout au Canada. Et dans les biobanques, on accumule aussi les données cliniques. Alors, comme j'ai mentionné, on, on va collectionner quelles sortes de traitements que ces patients-là ont eu, comment ils vont répondre à leur traitement, quelle thérapie est-ce qu'ils ont eu, est-ce qu'ils ont une chirurgie, est-ce qu'ils vont eu la radiation, est-ce qu'ils vont avoir une récidive de leur cancer ou est-ce qu'ils vont être guéris. Alors, tout ça, ça peut vraiment nous donner des informations sur comment que ce cancer-là se comporte. Et là, on peut aussi lier ça avec les données génomiques euh, qu'on peut obtenir de ces échantillons biologiques, dont les spécimens tumorales de ces patients ici. Comme j'ai mentionné, c'est important que le tout se fait d'une façon sécuritaire pour les patients. Alors, on travaille de proche avec nos comités d'éthique et le tout est désidentifié. Donc, il est très difficile ou même voire impossible d'identifier un patient spécifique à l'intérieur de toutes nos banques. Alors, ce processus-là, les patients, avant qu'on obtienne leur spécimen, ils donnent un consentement éclairé. Alors, ce consentement-là est obligatoire pour qu'on puisse obtenir leur spécimen et leurs données cliniques pour faire de la recherche dessus. Et ce consentement permet de partager ces échantillons et les données cliniques à travers notre réseau national. Alors, le patient est impliqué dès le début et sans son implication, tout ceci ne serait pas possible. Pour obtenir des échantillons, on peut obtenir divers types d'échantillons. Principalement, on se concentre sur obtenir des échantillons sanguins des patients. On obtient aussi de la tumeur, alors que ce soit, alors si un patient a une chirurgie, on peut prendre des petits morceaux de leur tumeur pour faire des études, ou en pathologie, on peut aussi prendre le matériel de cette tumeur-là qui a été préservé avec divers produits chimiques et faire d'autres études aussi. Alors, ça varie un peu de biobanque en biobanque et de patient en patient, mais on obtient du matériel de leur tumeur. Et ainsi, on essaie aussi d'obtenir du tissu normal. Alors, tu peux t'imaginer que si tu as des mutations dans la tumeur, ben, ça peut être utile de comparer le tissu qui est non cancéreux, voir si ces mutations-là sont présentes ou pas. Alors ça peut indiquer peut-être si c'était des mutations qui étaient héréditaires ou est-ce que c'était vraiment des mutations qui étaient nouvelles dans la tumeur. Et ensuite, on extrait aussi les données cliniques et les dossiers médicaux, encore une fois, pour voir comment les patients répondent au traitement, si ils font des récidives, si ils sont guéris, si ils meurent de leur maladie, etc. Alors, à l'intérieur de notre consortium atlantique, on a un consortium de biobanques que j'avais mentionné auparavant. Alors, on a notre biobanque à Terre-Neuve, qui a plus de 1100 patients qui ont été consentis, avec au moins 550 qui ont au moins un échantillon biologique. On a la biobanque à Halifax également, en Nouvelle-Écosse. Les autres sont un peu plus avancés avec plus de 3800 patients consentis et la majorité de ceux-ci ayant des échantillons. Ici, à Moncton, on a plus de 1600 patients ayant au moins un échantillon. Et à la biobanque à Saint-Jean, ici au Nouveau-Brunswick, ils ont plus de 350 patients consentis avec au moins 250 patients avec au moins un échantillon. Alors, vous pouvez voir que même dans notre petite région ici en Atlantique, on a quand même un bon montant de spécimens de patients accumulés jusqu'à présent. Alors, de ces patients ici, il y en a qu'on va utiliser pour faire partie de la cohorte de référence du Marathon of Hope, dans le Gold Cohort, qu'ils appellent en anglais. Principalement, ce sont des spécimens rétrospectifs, donc des spécimens qui auraient été collectés dans le passé. Alors, quelqu'un qui aurait une chirurgie l'année passée ou 2-3 ans passés, on peut utiliser ce spécimen-là pour faire le séquençage de l'ADN de la tumeur ainsi que de l'ARN de la tumeur. Et aussi, on fait le séquençage de l'ADN du tissu normal. Alors, avec ça, on collecte aussi un grand éventail de données cliniques qui peut nous donner des informations sur comment que ces mutations, si on trouve des mutations, qui peuvent possiblement prédire un rendement clinique.
Nationalement, le but du Marathon of Hope est de séquencer 15 000 tumeurs et le but de notre partie de ce consortium à l'Atlantique était de séquencer un peu plus de 1300 tumeurs, dont presque 9% de la totalité nationale. Alors, pour bâtir cette cohorte de référence du Marathon of Hope, la Gold Cohort, jusqu'à présent, on utilise de la tumeur pour séquencer de l'ADN et de l'ARN, comme j'ai mentionné. Et jusqu'à présent, on approche vraiment le 15 000 spécimens national. Alors, ces données ici étaient une couple de semaines passées, lors du 4 novembre. Alors, on voit qu'on est presque rendu à 13 000 spécimens du 15 000. Alors, on approche, et je suis certain que ce chiffre-là est plus élevé maintenant que 2 semaines passées, parce que ces efforts ici roulent vraiment à bon point à l'instant, même nationalement, mais même ici à l'Atlantique. Et les cas avec des données cliniques, le but est que tous les 15 000 aient des données cliniques qui sont complètes avec tous les tumeurs conséquences. Et ça augmente aussi à bon point. Et on voit que ces efforts ici on a vraiment du succès nationalement. Alors, dans tous les divers consortiums canadiens à l'intérieur de ce Marathon of Hope, le MOHCCN, on est vraiment on participe vraiment partout dans toutes nos régions nationales. Alors, qu'est-ce que tout cela va servir? Ben, en étudiant beaucoup de divers tumeurs et avec leurs séquences d'ADN et d'ARN qui sont liées à des données cliniques, alors c'est vraiment pas juste, on n'est pas juste à l'aveugle quand on regarde toutes ces données-là, on peut vraiment voir comment que ces patients-là se comportent. Ben, on peut peut-être prédire si qu'un médicament pourra fonctionner. Alors, si on trouve que dans un certain type de cancer, c'est qu'il y a une certaine mutation qui est fréquemment présente. Mais si la présence ou l'absence de cette mutation-là peut prédire un traitement, une réponse à un certain traitement, ben là, ça, c'est une nouvelle découverte. Alors, on peut peut-être, dans le futur, on peut peut-être identifier quel patient qui pourrait ou pourrait pas répondre à divers traitements. Alors, on pourrait identifier des traitements qui pourraient fonctionner, mais aussi éviter des traitements qui ne fonctionneront pas. On peut aussi des fois identifier de nouvelles protéines qui pourraient être susceptibles à être ciblées par des molécules de précision. Alors, c'est qu'il y a une mutation qui fait que une certaine tumeur va se propager d'une façon agressive, ben ça peut des fois prédire une réponse à un certain traitement. Et aussi, on peut aussi identifier peut-être si une certaine mutation pourrait peut-être être associée avec des récidives, alors, ou un manque de récidives. Alors, des fois, on pourrait peut-être traiter de façon un peu moins agressivement si on croit qu'un certain patient est à bas risque de récidive. Ou peut-être qu'on va être traité d'une façon un peu plus agressive si on sait qu'ils sont à plus haut risque de récidive qu'on le pensait. Évidemment, le plus qu'on étudie, on trouvera peut-être aussi d'autres utilités à nos études. Alors, c'est pas juste limité à quelques points que j'ai soulevés ici. Évidemment, c'est important que tout, tout ça se fait d'une façon sécurisée. Alors, c'est des données, il y a beaucoup de données, mais ces données ici sont aussi de l'information sensible. Évidemment, on peut faire certain qu'on ne peut pas identifier des patients avec toutes les données qu'on a. Alors, le tout est désidentifié. Alors, c'est vraiment anonymisé. Alors, c'est quasi impossible d'identifier les patients basés sur leurs données. Mais aussi, on ne veut pas que ces données ici soient perdues ou soient utilisées pour des projets qui ne sont pas approuvés. Alors, on prend, c'est pas mon domaine d'expertise, mais on prend des, on prend des, on fait attention pour faire que le partage de ces grandes quantités de données se fasse d'une façon sécurisée de grande qualité et de déterminer qui peut accéder et quand. Alors, on ne peut pas laisser n'importe qui l'utiliser et on ne peut pas laisser n'importe qui l'utiliser quand il le veut. Alors, on garde tout ça on fait très attention à tout ça.
Alors, les défis pour le partage des données, évidemment, il faut qu'on travaille avec nos comités d'éthique. Alors, tous ces projets ici sont suivis de proche et ont l'approbation de divers comités d'éthique dans tous les locaux où ces chercheurs sont trouvés. On prend aussi, alors, il faut évidemment qu'il y ait un consentement éclairé. Et c'est aussi important que le consentement doit pouvoir être révoqué. Alors, même si un patient donne un consentement pour participer, il a le choix à tout temps de retirer ce consentement-là. Évidemment, une fois que les données de base sont données, parce qu'ils peuvent être supprimés, ils sont identifiés. Si tu as déjà fait partie d'un projet, évidemment, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais si qu'un patient retire son consentement, il retire, on ne peut plus utiliser ça, ces données-là pour des projets dans le futur. Mais ça soulève aussi des questions éthiques. C'est qu'on obtient des résultats secondaires de la génétique, alors c'est une susceptibilité de maladie familiale ou une susceptibilité de d'autres maladies dans ce patient-là. Est-ce qu'on doit informer le patient? Est-ce qu'on doit prévenir la famille? Est-ce qu'on doit impliquer les conseillers génétiques? Alors ça, c'est une des questions qu'on travaille dessus à l'intérieur de tous ces projets ici. Et le plus qu'on avance, le plus que ces questions-là vont être soulevées. On garde aussi en tête la vie privée. On a des mécanismes pour garantir la sécurité des informations identifiantes. Alors, tout est déidentifié. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de caractéristiques identifiables dans les spécimens qui peuvent être utilisés pour identifier à qui appartient le spécimen, à quel patient. Et seuls les biobanques disposent de la liste de comptabilité afin de mettre à jour les données des résultats cliniques. Alors, il y a des mécanismes de sécurité pour maintenir le plus petit monde qui ont ces clés-là, qui peuvent aller chercher les données cliniques. Mais ces informations-là ne sont pas liées aux données qui sont externes dans le partage de toutes nos études. Il n'y a aucune date de naissance ou date de décès qui sont incluses. Alors, on utilise seulement l'âge calculé au moment du diagnostic. Alors, évidemment, ça peut enlever des manières d'identifier les patients. Mais il y a toujours un risque que les données génétiques seules puissent être utilisées pour identifier le patient à l'avenir. On essaie de prendre des précautions pour minimiser ces risques-là. C'est aussi important qu'on maintienne la sécurité de tous nos données. Alors, évidemment, on a besoin de mécanismes pour garantir que les données ne puissent pas être volées. Alors, on prend des grands efforts pendant le transfert de données d'une institution à l'autre, où et lorsqu'elles et où ce qu'ils sont entreposés, et aussi lorsqu'elles sont utilisées. On a des mécanismes de partage sécurisé de nos données. Alors, on limite le nombre de chercheurs qui peuvent les accéder. On utilise divers mots de passe, des identificateurs multifactoriels. On a des voies de transfert sécurisées. Et je vous rappelle que tous les données sont identifiées. Alors, on minimise vraiment ces risques-là le plus que l'on peut. Il y a divers mécanismes pour partager des données. Nous autres, on utilise le mécanisme d'un modèle fédéré. Puis ça maintient que les données sont désidentifiées, évidemment, mais quand c'est fédéré, ça ne veut dire qu'il ne quitte jamais le site. Alors, c'est vraiment que les études peuvent venir se faire sur le site, que l'on maintient le contrôle, mais ça limite la propagation des données. Et ça limite ça nous permet de vraiment gérer qui a accès aux données à tout temps. Alors, ça fait quelques années qu'on a commencé à utiliser des efforts ici. On voit déjà que il y a plusieurs projets qui commencent déjà à porter fruit, qui est toujours encourageant. Voit que, alors je vais pas aller à travers de tout ceci ici, mais on voit que ça implique divers types de cancers et aussi divers aspects de le cancer, que ce soit sur le partage des données dans la recherche du cancer, évidemment, qui peut nous aider à informer comment on va utiliser nos données dans le futur et faire des projets comme ceci dans le futur. Mais aussi, il y a des outils qui peuvent identifier diverses mutations qui sont ciblables.
ou étudier ce qui va peut-être répondre à différents traitements, comme dans certains lymphomes. Alors, on voit déjà que nos efforts commencent déjà à porter fruit. Et il y a beaucoup plus d'informations sur tous ces projets ainsi que plusieurs autres sur le site du TerraFox. C'est aussi important de garder en tête qu'il y a toujours des patients qui sont derrière tous ces spécimens et tous ces projets. Et moi, je trouve que c'est toujours utile et valorisant de voir les histoires de divers patients pour continuer de nous encourager dans nos efforts. Et aussi sur le site du TerraFox, on voit il y a ces histoires ainsi que d'autres qui expliquent à quel point ces projets sont valorisants pour les patients. Et moi, comme chercheur, je les trouve très valorisants également. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ben, en Colombie-Britannique, ça fait quelques années qu'ils ont un projet qui s'appelle le Precision Oncogenomics, le POG. Et ça commence à utiliser l'information qu'on gère dans le laboratoire et dans nos études et de l'appliquer dans la vraie vie. Alors, c'est vraiment la médecine de précision à la plus fine pointe. Alors, ce qu'ils ont commencé à faire, et j'en discute un peu en un peu plus gros détail parce que c'est là où on espère s'en aller nationalement avec tous nos projets. Le patient est consenti, il y a une biopsie ou il y a une chirurgie. Et là, avec ça, on est capable de faire du séquençage de leur tumeur, le Whole Genome Tumor Analysis. Alors là, on est capable d'identifier quelles mutations qui peuvent être présentes dans ces cancers-là. Ça, on gère un rapport moléculaire avec ça qui est ensuite discuté avec des experts de différents domaines. Un tumor board, alors là, il y aurait des pathologistes, des oncologues, des chirurgiens, euh, des experts en pathologie moléculaire, des experts en biologie moléculaire. Et avec ça, on est capable d'identifier s'il y a potentiellement des cibles qui seraient intéressantes pour divers traitements. Et là, on peut peut-être, l'idée, c'est qu'on peut là donner un rapport à l'équipe clinique, à leur oncologue, pour peut-être donner accès à des traitements que les patients n'auraient jamais su qu'ils étaient disponibles ou même que les cliniciens n'auraient jamais su qu'ils étaient disponibles pour ce patient-là. Alors, c'est vraiment comme j'ai mentionné, c'est vraiment la médecine de précision à la fine pointe. Et ils ont déjà eu plusieurs cas de réussite à l'intérieur de leur projet en Colombie-Britannique, qui a été publié il y a quelques années. Ils ont identifié des patients qui avaient des fusions génomiques, alors des anomalies génétiques dans la tumeur qui prédisent une réponse à un médicament qui ne serait pas nécessairement utilisé pour ce type de cancer-là. Alors, ce patient-là a pu bénéficier d'une thérapie unique pour lui dans ce type de cancer-là. Des fois, on peut même identifier des anomalies moléculaires ou génétiques qui peuvent prédire une réponse potentielle à des médicaments qui seraient peut-être pas nécessairement utilisés en oncologie. Alors, la metformine est un médicament qui est utilisé d'une façon routine dans les diabétiques de type 2. Ben, ici, il y avait un exemple où une patiente qui avait une mutation qui était peut-être pas nécessairement liée à son cancer ou qui était plus ou moins liée à son cancer, mais qui pouvait peut-être prédire une réponse à la metformine. Et ce patient ici a répondu à la metformine. Ainsi que des cancers du poumon qui peuvent être utilisés, qui peuvent être traités avec différents autres médicaments. Alors, déjà, on voit qu'il y a des bénéfices dans la vie réelle à ce que l'on fait. Et ici au Canada Atlantique, ben là, on essaie d'emprunter cette approche qu'ils utilisent en Colombie-Britannique en travaillant avec eux, en fait. Puis on a des projets pilotes ici au Nouveau-Brunswick pour le traitement du myélome, qui est basé sur le mécanisme qu'ils utilisent pour le POG en Colombie-Britannique. Et en fait, on passe même par leur tumor board. Alors, on utilise leurs expertises qu'ils ont en place là pour qu'on puisse développer notre propre expertise régionalement ici.
Alors, on utilise leurs expertises en essayant de faire nos analyses ici à l'intérieur du consortium atlantique pour potentiellement traiter nos patients du myélome ici d'une façon plus ciblée. C'est important que tous ces résultats ne sont pas d'identifier que ces résultats ne sont pas validés pour des données cliniques, c'est vraiment pour la recherche. Alors, il faut vraiment travailler de proche avec nos oncologues et tous les cliniciens qui vont traiter ces patients et patientes ici, parce que c'est vraiment un nouveau monde. Alors, le premier objectif du TerryFox, c'est vraiment d'apporter cette approche oncologique de précision à tous les Canadiens en temps réel. Et pour cela, il y a des projets qui seront nommés Generational et Know My Genes, qui vont vraiment utiliser l'approche qu'ils ont en Colombie-Britannique pour essayer d'apporter ces bénéfices-là à tous les Canadiens qui participent à nos projets. Alors, dans nos programmes pilotes, on pense avoir des patients qui sont atteints de cancer avancé et incurable ou qui ont des risques de récidive élevés. Alors, probablement des cancers qui sont un peu plus agressifs et avancés. Et on va essayer de faire du séquençage génomique et transcriptomique. Alors, ça, c'est vraiment l'ADN et l'ARN de ces patients ici, à l'intérieur de nos réseaux pan-national. C'est important qu'on essaie de faire ceci dans un temps de délai raisonnable. Évidemment, on ne veut pas attendre des années avant qu'on donne des résultats qui pourraient être utilisés pour les traitements. Alors, ça va être un des défis qu'on va avoir. C'est vraiment que tout ceci se passe dans un temps de délai, le plus petit temps de délai que possible. Et il y aura un rapport qui sera émis à l'équipe médicale d'oncologie du consentant qui pourront ensuite discuter de ces résultats-là avec le patient. Et on impliquera des tumor boards, des collections multidisciplinaires d'experts nationales et ou locales pour trouver les meilleures façons d'interpréter les données qu'on a et comment ça peut peut-être être utilisé pour le traitement. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on pense que les miracles d'aujourd'hui deviendront la norme des soins de demain. Alors, pour en finir, il y a beaucoup d'institutions membres qui sont impliquées. Alors, c'est vraiment un effort pan-national, comme vous pouvez voir. On a beaucoup de partenaires financiers, encore une fois, partout au Canada. On a réussi à publier dans Cancer Cell, qui est vraiment un très, très bon journal scientifique, un commentaire discutant nos efforts de notre effort pan-national d'oncologie de précision. Juste un peu de où est-ce qu'on s'en va et les problèmes qu'on envisage. Dans nos biobanques, quand on fait du séquençage, c'est dispendieux, mais il y a aussi des économies d'échelle pour faire ces séquençages ici. Alors, que l'on séquence 1 ou 8 ou 20, souvent c'est le même prix. Alors, c'est important qu'on met plusieurs échantillons de différents patients ensemble. Alors, souvent, il faut attendre qu'on accumule ces spécimens-là avant qu'on procède à faire le séquençage. Alors, pour l'ARN, il faut accumuler 75 à 80 échantillons avant que ça vaut la peine de séquencer l'ARN. Pour les données génomiques de la tumeur, c'est un peu moins, alors 8. Alors, celui-là, on peut en faire un peu plus fréquemment. Tandis que pour séquencer le tissu normal, c'est une vingtaine de patients qu'on aurait besoin. Alors, ça peut limiter un peu le rythme à lequel on peut procéder. Puis le retour des résultats, ça génère des montants d'informations absolument énormes. Alors, toute l'analyse de ces données-là ne se font pas en temps réel, alors ça prend un peu de temps aussi. Alors, ça, c'est toutes quelques petites limitations qu'on a. Ici, c'est juste un peu de la structure de gouvernance partout au pays. Alors, je ne vais pas trop en discuter, mais vous pouvez le trouver sur le site web aussi. Mais c'est juste pour vous donner une idée. On a beaucoup de différents groupes de travail à l'intérieur de l'Institut TerryFox
qui s'occupe vraiment de tous les différents aspects de tous ces projets ici. Alors, il y a des experts dans tous ces domaines ici qui travaillent ensemble et là, tout ça se réunit pour faire certain que tout travaille bien. J'ai discuté de ça déjà un peu. Alors, on est dans la formation de la prochaine génération. On fait le séquençage de beaucoup de tumeurs pan-canadiennes et ça va dans les prochaines étapes, je crois on va continuer à passer le 15 000. Alors ça, c'est excitant que ça va vraiment continuer à, à étudier des cancers divers partout dans le Canada d'une façon, on gère tellement d'informations, là, c'est vraiment excitant. On garde la voix des patients dans notre recherche, alors c'est important d'inclure les patients dans les discussions qu'on a. Et aussi, on va accélérer et uniformiser l'accès à ces traitements de précision partout au Canada. Quelques petits exemples qu'on a aussi, alors j'en ai discuté aussi brièvement auparavant, mais il y a des subventions de recherche sur divers types de recherche dans le cancer, tels que dans l'immunothérapie. Il y a des projets sur des greffes de microbiote fécal dans le mélanome qui est au Québec, qui est super intéressant. C'est vraiment des projets qui sont dans toutes les provinces. Alors, ça, c'est vraiment un effort national. Juste un peu de ma région ici au Canada Atlantique. Comme j'ai mentionné, on a 4 provinces, on a 6 différents réseaux de santé, on a 2 langues. On n'est pas la région la plus populée au Canada, mais on a quand même des caractéristiques qui sont intéressantes à étudier et quand même important qu'on traite nos patients ici aussi. On a une population qui est plus rurale que la moyenne nationale, alors ça peut peut-être entraîner certains facteurs de risque pour divers cancers. On a une population un peu plus âgée que la moyenne aussi. Et socio-économiquement, on a un peu plus de pauvreté ici aussi. Alors, on a des caractéristiques quand même uniques ici au Canada Atlantique qui fait que notre population est importante à inclure dans nos études nationales. Ici, on voit juste les taux de cancer un peu partout au Canada. Alors, c'est quand même semblable, mais évidemment, il y a diverses fréquences de cancer dans diverses provinces. Alors, ça peut être intéressant d'étudier pourquoi. J'en ai discuté un peu, mais la pipeline du POG, alors comment ils font tout ça en Colombie-Britannique. Alors, ils prennent des échantillons après un consentement éclairé, ils gèrent des données génétiques et après ça, ils en discutent avec des experts cliniques pour potentiellement guider euh, euh, des traitements à la fine pointe de la technologie. Alors, ça, c'est vraiment un modèle on aimerait adopter nationalement. Et c'est vraiment comment que le Terry Fox pourrait vraiment s'impliquer dans le traitement des patients en temps réel. Un peu plus de détails sur euh, leur flux de travail pour leur tumor board à l'intérieur du POG. Alors, c'est quand même impressionnant qu'ils gèrent tout ça à l'intérieur de quelques semaines. Alors, c'est vraiment, ça gère des données où ce que les patients pourraient peut-être en bénéficier relativement vite. Jusqu'à présent, en Colombie-Britannique, on parle de passer 1600 adultes et presque passer aux 178 cas pédiatriques. Alors, c'est vraiment, ça couvre tous les divers genres de tumeurs de tous les âges. Et juste un peu plus d'informations sur ce qu'ils font là. Alors, c'est vraiment une approche qu'on aimerait adopter nationalement à l'intérieur du Terry Fox. Alors, merci beaucoup et est-ce que vous avez des questions? Ouvrez le chat.
Ah, Gilles, t'es muté là. Tu m'entends? Oui. Oui, Alors, merci, Dr. Surette. J'ai beaucoup apprécié, je suis certain que les participants ont beaucoup apprécié votre présentation, l'information que vous nous avez fournie, la façon que vous l'avez vulgarisée pour nous. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat box ou à main levée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Sinon, moi, j'en poserai quelques-unes. Nous devons terminer, le tout va se terminer à midi. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les acheminer le plus vite possible. Alors, peut-être, pouvez-vous nous expliquer si une personne est intéressée à participer dans les projets de recherche du consortium Atlantique, qui doivent-ils communiquer avec, qui doivent-ils contacter à cet effet-là, ou est-ce que ça se fait? oui, alors, là, beaucoup de nos oncologues, alors les cliniciens qui sont responsables du traitement de ces patients ici, beaucoup d'eux sont au courant de nos efforts. Alors, les autres peuvent souvent nous mettre en contact avec l'équipe des biobanques, mais c'est aussi possible de communiquer avec les biobanques locales. Alors c'est qui dans la région de Moncton, ici à la biobanque Chute-du-Mont, et là, on a des coordinateurs qui peuvent euh, travailler avec les patients intéressés à obtenir un consentement éclairé et tout ça. De même à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick ou à Halifax ou à Terre-Neuve. Alors, euh, ça, c'est de contacter les biobanques qui sont associés avec le réseau dans les régions où les patients sont. Et souvent, vous pouvez aussi discuter avec votre équipe de traitement qui a peut-être un peu plus de détails aussi. Est-ce que vous entendez des personnes ou des préoccupations de gens euh, qui ne peuvent pas participer à cause de différentes raisons? Est-ce qu'il y a des gens qui vous approchent? Alors, souvent, alors, la manière qu'on fait la majorité de notre recrutement, c'est avec nos partenaires cliniciens. Alors, nos coordinateurs des biobanques travaillent de proche avec les divers oncologues et chirurgiens. Alors, souvent, le point de contact est vraiment via ce mécanisme-là. Mais j'ai aussi entendu des histoires de patients qui ont contacté les biobanques aussi. Alors, ça peut vraiment être, l'initiative peut être du côté des patients aussi. Euh, mais de plus en plus, on essaie de s'intégrer avec les équipes cliniques. Alors, alors beaucoup du recrutement se fait de proche avec les oncologues, les chirurgiens. Alors, tous ces cliniciens-là connaissent très bien euh, nos coordinateurs euh, qui ensuite font le consentement éclairé. Alors, on essaie toujours de minimiser euh, le montant de travail que ça va nécessiter à nos cliniciens qui sont très occupés. Alors, c'est vraiment les coordinateurs à l'intérieur des biobanques qui font la majorité de ce travail ici. On sait que en Atlantique, c'est un milieu qui est plutôt rural et puis également un milieu où il y a des régions qui sont très isolées. Euh, les gens de ces régions-là qui veulent participer le font. Je pense que ces gens-là vont souvent dans les milieux plutôt urbains pour leur traitement. Alors, est-ce que vous avez des mécanismes pour atteindre ces gens-là, autres qu'avec les centres de traitement urbains où ils vont s'acheminer? Alors oui, ça peut être un challenge. Mais vu que la majorité de leurs traitements se font dans des centres plus urbains, où ce qu'on a les mécanismes de recrutement, alors ces patients ici euh, peuvent quand même bien accéder. Alors, par exemple, ici au Nouveau-Brunswick, les patientes qui sont atteintes de cancer gynécologique, ils se font quasiment tout traiter ici à l'hôpital Georges-Dumont à Moncton et on travaille de très proche avec nos gynéco-oncologues. Alors, eux autres sont offerts la possibilité de participer à ces projets ici, peu importe où ce qu'ils vivent dans notre province. Alors,
je trouve qu'avec un peu de centralisation de traitement, ça peut un peu uniformiser la participation de patients et patients dans ces efforts, mais pour des patients qui sont où ce que beaucoup de leurs traitements sont ruraux, ça peut être un peu plus difficile d'obtenir des contacts avec eux. Mais évidemment, ceux qui veulent contacter les réseaux, on est toujours ouvert à travailler avec eux. Ouais, ouais. Le- les gens, souvent, lorsqu'on parle de cancer, on parle de recherche et puis les gens, que ce soit des donateurs ou que ce soit des gens atteints de cancer, euh, pensent souvent que c'est peut-être, je ne veux pas dire inutile, mais que notre apport peut être très limité à cause de notre bassin de population, à cause de nos ressources en Atlantique. Pour adresser cette question-là, pourquoi c'est important que l'Atlantique, alors qu'on sait, vous avez parlé de la Colombie-Britannique, on parle des plus grosses provinces, on parle des autres pays également, pourquoi c'est important en Atlantique de faire cette recherche-là et comment ça peut contribuer à la lutte contre le cancer? Oui, absolument. Alors, euh, pour un, c'est qu'on peut identifier, juste pour notre population, c'est qu'on peut identifier des facteurs de risque ou des caractéristiques uniques à notre région. Puis là, ça peut bénéficier de notre population régionale. Alors, je trouve que ça peut être important. Mais aussi, le plus de patients cancéreux qu'on obtient avec des caractéristiques le plus diverses possible, ben ça peut être utile non seulement pour les études des cancers dans notre région, mais nationale et internationale. Alors, oui, on n'est pas la région la plus peuplée au monde, mais on a quand même des gens ici qui ont le cancer. Alors, c'est important euh, d'étudier les caractéristiques des cancers ici, voir comment ils sont peut-être semblables ou différents que d'autres régions. Mais aussi avec les avancements, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on pourra peut-être commencer à identifier des cibles de traitement dans les cancers. Mais là, ça fait vraiment rien. Où est-ce que tu es? Si on est capable d'identifier une mutation qui pourrait peut-être te bénéficier, ça pourrait être utile même dans ton propre parcours oncologique. D'accord, d'accord. Euh, ben là, notre heure arrive à sa fin. Je veux prendre l'occasion de remercier tout le monde qui ont participé. Et puis, je veux en particulier vous remercier, Dr. Surette, pour votre participation, pour votre expertise, d'avoir partagé votre expertise et vos connaissances. Il y a eu des bons sujets à aborder. Euh, je, veux je veux rappeler à tout le monde que nous vous enverrons le lien pour accéder à cette présentation lorsqu'elle sera prête. Puis là, on aimerait bien avoir vos réactions au webinaire présent. On demande que vous ne fermiez pas votre navigateur afin de laisser la session. Plutôt, il devrait y avoir une croix au bas de votre moniteur et puis une formule d'évaluation vous sera présente. Alors, euh, si vous pouviez prendre un moment pour le remercier. Alors, une fois encore, merci à tout le monde et bonne journée. Merci.